Bonsoir, merci d'être venu ce soir assister à cette nouvelle conférence. Conférence proposée par l'École française d'Extrême-Orient et présentée par Christine David-Brox. Donc Christine est archéologue et historienne en histoire de l'art. Et elle va nous parler donc, du trésor de Nangwathong qui a été découvert il y a quelques années dans le site de la province de Savannakhet. Et bonne soirée. Du trésor et du site. Vous verrez pas que des objets en or, vous verrez aussi des briques, hélas pour vous. C'est ça d'avoir des archéologues. Donc en 2008, en mai 2008, tout à fait par hasard, un villageois découvre, en s'installant sur un nouveau site ouvert à une installation urbaine contemporaine, découvre en creusant les trous de poteaux pour sa nouvelle maison, une jarre, un trésor, sur l'emplacement de sa maison même. Alors c'est un tout petit village, hein, vous allez voir ensuite les images, et malheureusement il a un voisin en face de lui qui voit la découverte. Et ce voisin prévient tout de suite les autorités du district, et comme quoi une grande découverte vient d'être faite. En fait, le propriétaire de cette maison trouve une jarre dans laquelle sont contenus 200 objets, plus de 200 objets, en or, 7 kilos d'or, 17 kilos d'argent, d'objets très anciens. Et on suppose que peut-être il n'avait pas tout à fait l'intention de les remettre au gouvernement. Et donc, malheureusement pour lui, donc le voisin prévient les autorités arrivent 15 minutes après, et récupère la totalité du trésor, ou au moins 99% du trésor. À partir de là, un reportage télévisé est fait sur le sujet, et le village va recevoir la visite de centaines et de centaines de personnes, de Dalaotiens, qui veulent voir l'emplacement où ce trésor, qui est considéré pour les Lao comme étant bouddhique, l'emplacement où ce trésor a été trouvé. Et donc, pendant 2 ou 3 semaines, ce minuscule petit village va recevoir énormément de monde, énormément de donations, puisqu'en 2 semaines, ils vont avoir l'équivalent de 10 millions de kips, de gens qui viennent mettre des bougies, de l'encens sur l'emplacement même du trésor, alors que le trésor, lui, a été emmené et se trouve maintenant dans une banque à Savannakhet. Donc, l'année suivante, en 2009, la direction du patrimoine du ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme du Laos demande à l'École française d'Extrême-Orient d'intervenir et de les aider, d'une part, à inventorier et à identifier les pièces du trésor, d'autre part, à faire des fouilles sur le site sur lequel il avait été découvert. Donc nous avons fait depuis 3 campagnes de fouilles, l'une en 2009 sur le site du trésor, 2 autres sur d'autres endroits qui nous ont semblé susceptibles de pouvoir avoir contenu le trésor à l'origine, puisque quand il a été découvert, il avait été découvert dans une cache, donc il n'est pas en place. Cette découverte est extrêmement rare, c'est exceptionnel de trouver des trésors comme ça enfouis, vous allez voir, en parfaite conservation, pratiquement pour tous les objets. Il existe beaucoup d'objets en or, en argent qui circulent sur le marché, dans les musées, qui sont la plupart du temps malheureusement des faux. Et donc avoir 200 objets de plusieurs siècles dont on est certain de la provenance est vraiment exceptionnel. Pardon. Alors malheureusement, on nous a demandé d'intervenir sur le trésor, mais nous ne l'avons jamais vu. Depuis 2008, en fait personne ne l'a jamais vu depuis 2008. Il est censé être dans une banque à Savannakhet, et même si nous sommes chargés de l'inventaire et de la mise en valeur du trésor, puisque les FEO avaient supposé qu'elle pourrait trouver des financements extérieurs pour aider à la restauration des objets, les analyses des métaux, le soclage de certains, et puis une mise en valeur sur un des monuments dans un des musées du Laos, voire une exposition temporaire à Paris. Mais évidemment, tant que nous n'avons pas pu voir ces objets, tout est arrêté. Et donc les photos du trésor que vous allez voir sont celles de Vienkyo Suksavadi, qui est directeur adjoint du patrimoine et qui a fait, lui, un pré-inventaire incomplet de ces pièces. Donc nous n'avons pas forcément toujours les photos, nous n'avons pas forcément toujours les dimensions des pièces, mais enfin, elles ont au moins été une première fois inventoriées. Alors avant de vous montrer le trésor, je vais parcourir avec vous le travail qu'ont fait les archéologues, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire que nous, le trésor au départ, nous ne l'avions pas vu,
Et donc on nous a demandé d'abord d'aller voir un peu sur place ce qui se passait. Hein. Donc vous voyez ici sur la carte le rectangle rouge qui indique l'emplacement du site de Nonguatong. Il est situé à 60 km de Savannakhet, 35 km de Seno. Alors les cartes ne sont pas très très claires. Et il s'accroche donc à la boucle d'une rivière ici, voilà. Le site de Nonguatong est juste dans la boucle de la rivière. Pour comparaison, le rectangle bleu indique Vatpu. Alors, nous avions les coordonnées géographiques de l'emplacement sur lequel avait été trouvé le trésor, et donc nous les avons envoyés sur Google Earth dans un premier temps, et nous nous sommes aperçus que, en fait, l'emplacement du trésor n'était pas un endroit n'importe où, mais que nous avions un site archéologique qui était associé à ce trésor. Et donc on a été regarder ensuite un peu plus loin dans les images aériennes qu'on pouvait avoir pour voir l'évolution du site. Donc vous voyez ici le site archéologique lui-même, donc la boucle de la rivière Sebangphai, une enceinte en terre, très haute, puisque le mur ici dans la partie sud, qui est l'endroit où il est le mieux préservé, fait 15 mètres de haut, 2 levées parallèles en terre qui s'accrochent à la rivière, le site lui-même s'accrochant également à la rivière. La partie de l'arc de cercle, du mur en arc de cercle est donc disparue. 4 grands bassins, des retenues d'eau. Et puis un autre ruisseau ici qui longe le site et qui se termine ici peut-être par des douves. Alors c'est un peu difficile de lire les photographies aériennes. Voici le schéma, un schéma plus lisible. Vous voyez que de l'autre côté de la rivière, il existe également un bassin, j'y reviendrai, ici. Et nous avons pu déterminer en prospection pédestre qu'il y avait ici une zone de monument. C'est là que nous avons concentré les fouilles, ainsi que sur l'emplacement du trésor en 2009. Donc vous voyez que le trésor n'est pas caché n'importe où, il est caché à un endroit à la croisée des 2 murs, et donc probablement un endroit facilement repérable. Qui l'a caché? On va voir que nous n'avons pas la réponse. Donc quelques vues du site d'abord, la rivière Sebangphai. La rive que vous voyez est en grès rouge, et de l'autre côté, la rive est en sable. Ça a une certaine importance. Les 4 grands bassins, en l'état actuel, donc ils sont réutilisés par les villageois qui se sont installés sur le site. Ce qu'on pourrait dire en revenant en arrière, c'est que vous voyez entre 98, le site est très boisé et n'est absolument pas occupé. Il n'y avait aucune installation humaine. Alors que dans les années 2000, on commence à avoir des villages qui s'installent ici et qui sont en train de grignoter les installations anciennes. Donc les bassins, dont un qui s'appelle Nonguatong et qui a donné son nom au site. Puisque en fait il avait été vu ce site en 1912 par Henri Parmentier, qui est un chercheur de l'école française d'Extrême-Orient qui a fait tout l'inventaire des monuments du Laos, et il avait déjà repéré le mur d'enceinte. Il avait vu un espèce de petit, ce qu'il appelle un réduit, donc peut-être un petit temple orienté à l'est vers le centre de l'enceinte, et il avait vu aussi des installations sur la berge dont je vous parlerai tout à l'heure. Et à l'époque, donc le lieu ne s'appelait pas comme ça. Il s'appelait le Muang Samte, c'est-à-dire le territoire des 3 frères. Maintenant, donc il s'appelle Nonguatong, c'est-à-dire l'étang de la barque d'or. Donc une vue du mur côté sud, là où il est le mieux préservé. En fait, le mur, c'est la ligne d'arme que vous voyez. Et puis une occupation sur cette partie-là du mur, où on voit en surface des éléments, des blocs de latérite taillés, des briques et des tessons de céramique. Ensuite, nous avons fait des reconnaissances au sol et on s'est aperçu qu'il y avait des baïsémas, ce qu'on appelle des baïsémas, c'est-à-dire des feuilles de limite bouddhiques, qui sont toujours utilisées dans les monastères bouddhiques d'ailleurs pour délimiter les espaces sacrés, et que 3 d'entre elles gisaient en surface. Ça, ce sont les villageois qui nous les ont montrées. Et on s'est aperçu qu'elles étaient de type Mon, c'est-à-dire la culture
d'un développement similaire à la culture khmer, mais ça s'est développé en Thaïlande et surtout dans le nord-est de la Thaïlande, avec des grandes villes comme Sitep, Muang Phadet, etc. Et donc nous avions deux types ici de Bai Sema, sous forme de stèles, avec ce qu'on appelle des stupas élancés, c'est-à-dire que c'est le tat bouddhique qui est représenté ici sur celle-ci, et d'autres en forme de colonne octogonale, avec ici un décor de pétales de lotus et géométrique. Une troisième, enfin, inachevée, retrouvée sur le bord de la rivière Sédentral. Voici les deux levées de terre parallèles sur laquelle, et la levée sud sur laquelle a été trouvé le trésor, et l'emplacement du trésor ici. Alors la voiture vous donne une idée de l'ordre de grandeur de la levée qui fait à peu près 12 mètres de haut, et nous savons que lorsque le villageois a voulu installer sa maison à cet emplacement-là, il a fait passer le bulldozer, et donc environ 1,70 m de terre ont été arasés. Ce qui veut dire que si le trésor a été retrouvé quasiment sous la surface du sol actuel, en réalité il était enterré sous 1,70 m de terre. Voici l'emplacement de l'endroit où nous avons fait des fouilles de vérification et où a été trouvé le trésor. Les trous que vous voyez là, sous le carroyage, sont en fait les traces des trous de poteaux que le villageois avait commencé à creuser. Et le trou le plus important, j'ai pas de souris, ce qui n'est pas très pratique, pour vous montrer les choses, le trou le plus important dans lequel avait été trouvé le trésor est celui-ci. Donc dans un premier temps, la direction du patrimoine nous avait demandé de vérifier s'il n'y avait pas d'autres jarres enfouies au même endroit. Et donc c'est pour ça que nous avions fait un carroyage assez large. Voici, en fait il n'y avait quasiment rien, mais voici, on a pu retrouver la trace de la fosse de perturbation que j'ai soulignée en rouge ici, et qui a été, à la suite de la découverte du trésor, rebouchée par les villageois. Dans un premier temps, je pense que le propriétaire du terrain pensait pouvoir quand même construire sa maison sur le site, mais en fin de compte, le site, cet emplacement-là en particulier, a été coopté par la direction du patrimoine, et donc appartient maintenant à l'État et est inconstructible. Vous voyez que, alors bon, on a retrouvé cette fosse de perturbation, mais qui avait déjà été très très perturbée par les villageois. Donc, on a pu retrouver que ce qu'ils avaient réenfoui, c'est-à-dire beaucoup de restes de chandelles, de choses récentes, des pailles en plastique, des bouteilles, dues à toute l'accumulation des visiteurs qui sont venus sur le site. Et par contre, en dessous, on trouve un pavement de briques, assez mal conservé, mais en tout cas qui indique que la levée a été surélevée justement à plusieurs reprises, et et donc on peut se poser la question de savoir à quel moment ce trésor a été enfoui. Vous allez voir pourquoi. Donc voici la jarre dans laquelle il a été retrouvé. Alors il a été brisé en 1000 morceaux assez brutalement par le villageois quand il a voulu regarder ce qu'il y avait dedans. Il faut imaginer que les objets étaient scellés par de la terre qui avait pénétré à l'intérieur. Donc il a brisé la jarre en 1000 morceaux. Et ce qui est étonnant, c'est que cette jarre date du XVIe, XVIIe siècle. Elle correspond d'ailleurs à des tessons, des tessons de la même date ont pu être retrouvés sur le mur sud de la ville. Donc une occupation du XVIe, XVIIe. Et voilà par exemple, alors on n'a pas de photo évidemment de ce dégagement. On sait qu'autour de la jarre, les grands objets étaient disposés à plat, que les petits objets étaient dans la jarre, et qu'une partie des éléments du trésor servait de couvercle à la jarre. Donc voici une photo ancienne de l'Eféo qui a été prise au Vietnam, mais qui vous donne une idée à peu près de ce que pouvait, à quoi pouvait ressembler un enfouissement de jarre, et avec une fermeture ici par une brique. En fait, c'était ces 4 plateaux inscrits qui fermaient la jarre, dont 3 en argent et 1 en or, et 1 inscrit. Alors en tout, on a retrouvé 3 inscriptions sur l'ensemble des 200 objets du trésor, l'une en sanskrit et 2 en vieux khmer. Alors c'est le professeur Claude Jacques qui a, alors, vous voyez la très belle écriture sanskrite de l'époque, et le professeur Claude Jacques
qui est un épigraphiste qui a traduit énormément d'inscriptions khmer. Donc a été chargé par la direction du patrimoine de leur transcription, et voici leur signification. Alors en fait, il s'agit de dédicaces faites par des dignitaires qui, comme il n'y a pas si longtemps encore, ça s'est fait aussi dans le bouddhisme, qui tenaient à inscrire quelque chose sur le don qu'ils faisaient. Alors on faisait généralement des dons au temple et aux dieux, forcément. Et donc c'est très intéressant parce que ça nous parle de deux grands dieux khmers, enfin de deux grands dieux indiens, mais beaucoup utilisés, beaucoup vénérés dans le Cambodge ancien, d'une part Shiva et d'autre part Vishnu. Alors, que nous disent-elles? Qu'un Jaya Sarman a fait un don important de terre, vaches, esclaves, de l'argent pour le culte de Shiva. Qui est ce Jaya Sarman? Alors, pour ceux qui connaissent un peu le Cambodge, on a des rois qui s'appellent Jayavarman. Quand il y a un important don de ce type, terre, esclave, en règle générale, ce sont les rois qui le font, et non pas les dignitaires qui se contentent d'offrir un objet. Donc, quel est-il? C'est un peu difficile. Celle-ci a été datée paléographiquement parlant, c'est-à-dire par le style de son écriture du 8e siècle. Or, au 8e siècle, dans le royaume khmer, il n'y a pas de roi qui s'appelle Jayavarman. Il y en a un début du 9e siècle, qui est Jayavarman II, et qui sera le fondateur de l'Empire khmer. Donc, est-ce serait lui qui aurait fait un don à un temple sur ce site? C'est possible. Les deux autres sont en khmer. On a donc la certitude qu'une partie au moins de ces trésors viennent du Cambodge, mais elles sont un peu plus, elles sont un peu postérieures. Elles datent du début du 9e siècle. Elles sont incomplètes. Donc la K1262 permet de penser qu'on parle du dieu Vishnu, et la dernière est simplement, il y a quelques mots qui sont simplement compréhensibles, celui qui est vieux. Ce qui est intéressant, ce que nous souligne Claude Jacques, et on va y revenir tout à l'heure, c'est que ces inscriptions khmer présentent des irrégularités orthographiques typiques du nord-est de la Thaïlande. Il faut savoir que dès le 6e, 7e siècle, l'Empire khmer touche non seulement Vatpu, et j'ai déjà fait des conférences là-dessus, donc tout le sud du Laos, jusqu'à Savannakhet, tout le nord-est de la Thaïlande, et évidemment la plus grande partie du Cambodge actuel. Alors, avec ces plateaux, on a trouvé ces 3 plaques historiées. Donc, cette première photo pour vous montrer la taille qu'elles ont les unes par rapport aux autres. Il s'agit de 3 plaques en argent très très fines, et le décor est fait au repoussé. Donc, la première représente Shiva, c'est une figuration classique de Shiva, entre 2 adorateurs. Shiva est coiffé du chignon des ascètes et tient le rosaire. Donc on est sûr de la divinité. Et ce type de représentation ressemble à ce que l'on peut trouver sur des linteaux khmer. Et elle pourrait dater de la fin du 8e siècle, par des comparaisons stylistiques. La seconde est une divinité féminine, entourée de 2 donatrices à ses pieds. Vous voyez qu'elles tiennent toutes les deux un bol à offrande, des jarres à offrande, pardon. Elle repose sur un piédestal en forme de lotus épanoui, et elle tient un lotus. Alors, malheureusement, normalement, on devrait voir la coiffure ici. Donc, je ne sais pas comment on fait pour voir le haut de la pièce, mais elle semble porter dans son chignon un croissant, et donc elle pourrait être Parvati, l'épouse de Shiva. Alors vous voyez les dimensions des plaques, ce n'est pas des très très grands objets, 18 cm par 15,8 cm. Ce qui est intéressant également, c'est que si on regarde bien, vous voyez aux extrémités de la plaque des petits trous de fixation. Donc ici il y en a 2 de conservés, vous voyez ici, et donc celui du haut on ne le voit pas. Et donc, on suppose que ces plaques étaient des ornements d'objets en bois disparus. Voici la troisième, d'un style complètement différent. Alors, elle ne tient que les tiges de lotus, donc il est difficile de pouvoir l'identifier avec certitude. Normalement, on identifie les dieux par les attributs qu'ils tiennent.
En l'occurrence, ce n'est pas le cas, donc ça peut être une divinité mineure, ça peut être aussi Lakshmi, l'appareil de Vishnu, qui tient parfois les lotus, mais le doute persiste. Et puis, un petit fragment d'une 4e plaque qui a disparu, et c'est ce qui nous fait penser, on voit le pied d'une figurine féminine, et c'est ce qui nous fait penser qu'éventuellement, une petite partie du trésor a peut-être disparu lors de sa trouvaille, et que le villageois aurait peut-être gardé quelques objets. Donc voici les deux divinités, l'une à côté de l'autre. Vous voyez qu'elles n'ont pas du tout le même style. L'une est très mince, la robe est plissée, la ceinture est complètement différente de la seconde, qui est beaucoup plus volumineuse, des seins extrêmement ronds, des hanches beaucoup plus larges. Le type du sampote et de la ceinture sont complètement différents. Et donc, on a deux styles différents. La première, à gauche, étant plutôt du 8e siècle, et la seconde du 9e siècle, ce qui correspond en gros aux datations des 3 inscriptions que nous avons précédemment. Quelques comparaisons, parce qu'on a quand même trouvé ailleurs en Asie du Sud-Est des plaques du même type. Vous en voyez ici quelques-unes, alors c'est quand même très très rare, hein, mais donc un Vishnu en haut à gauche, qui est conservé au musée de Cleveland et qui vient de la grande capitale Mon de Sitep, dans le nord-est de la Thaïlande. 2 Vishnu assis, et non pas des Bouddhas, qui sont au Cambodge. Et puis celles-ci qui sont les plus anciennes connues, qui représentent des divinités qu'on n'identifie pas, et qui viennent du site d'Okeo, la première ville pré-khmer, située dans le delta du Mékong et qui date du 2e, 3e siècle, après Jésus-Christ. Revenons à Nonguatung. Voici l'un des plus beaux fleurons de ce trésor, une boîte assez importante en or, avec une décoration de pétales de lotus sur la base. Donc vous avez à gauche la partie inférieure de la boîte et à droite le couvercle. Et donc la bordure des deux éléments était ornée de grenats, de petites pierres. On a retrouvé également le sommet du couvercle, qui ressemble à un couronnement de temple, avec des motifs végétaux. Et vous voyez à côté une photo qui est à l'heure actuelle présentée au musée de Savannakhet. Et qui, en fait, il y a quelques photos au musée de Savannakhet qui illustrent ce trésor, et pour l'instant, c'est la seule chose qu'on peut voir. Et donc, vous voyez que le couronnement de la boîte a été remis en place. Et donc, voilà. Alors, une magnifique aiguière qu'on appelle, nous, kendi, selon le terme indien, c'est-à-dire un vase à eau. Alors, c'est un type de vase qui a perduré durant de nombreux siècles. On en retrouve depuis les débuts de l'ère chrétienne jusqu'en gros au XIIIe siècle. Et celui-ci, avec sa bordure très très cannelée, que ce soit au niveau du bec ou de l'ouverture, est typique de ce que l'on peut trouver dans les périodes anciennes au Cambodge. On en trouve en règle générale en céramique. Celui-ci est en or et la base du goulot était ornée de turquoise. Une partie a disparu d'ailleurs. Donc voici un exemple de ce que l'on peut voir sur un bas-relief d'Angkor. Donc vous voyez ce type de kendi que l'on retrouve à travers toute l'Asie du Sud-Est, notamment au Cambodge. Ensuite, nous avons un bougeoir en forme de lotus épanoui. Et puis, un bol avec des motifs végétaux, un perlage sur la base. Alors, vous voyez le type de choses qu'on peut retrouver ailleurs également. Ici, des objets qui étaient au musée de Louis Finot de Hanoï dans les années 30, dont on ne connaît pas la provenance, mais vous avez aussi une fleur de lotus épanouie en or. Et puis vous remarquerez vers le bas des perles, et vous allez voir tout à l'heure qu'on a trouvé exactement les mêmes perles à Nonguatung. Il y avait 3 vases en or, donc 2 ici sont présentés. En fait, il y avait une paire de vases qui correspond à celui de gauche, et l'autre est un peu différent. Et vous voyez que les motifs sont très différents, c'est que cet énorme, ces gros boutons qui sont à la base, ont plutôt une influence Cham, donc le sud, le royaume qui est hindouisé, qui était situé dans le sud Vietnam aux mêmes périodes.
Une petite coupe en argent, quelques objets en bronze, mais rarement, donc ici peut-être une cloche. Nous avons aussi des ornements d'objets en bois disparus. On voit là, encore une fois les trous de fixation bien visibles, avec toujours des motifs végétaux. Ce qui pourrait être les fragments d'un diadème en argent. Vous voyez ici que le motif principal est constitué par une tête de Kala. Alors Kala, c'est une figure mythologique indienne, reprise énormément dans le monde khmer en tant que motif décoratif, et qui normalement mange toujours les crosses végétales qu'il tient dans ses mains, parce qu'au départ, en fait, Shiva, c'était un gros glouton, il représente le temps, et il demandait tout le temps à Shiva des victimes pour pouvoir les dévorer. Shiva a trouvé ça absolument atroce et a décidé de le condamner à se dévorer lui-même. Mais comme sa tête avait touché la liqueur d'immortalité, il n'est resté que sa tête. Il a dévoré entièrement son corps, il a pu continuer à vivre avec sa tête. Et une autre légende dit que du coup il est devenu une planète et qu'il en voulait toujours à la lune et au soleil, et que périodiquement il réussit quand même à la dévorer. C'est ce qui explique les éclipses de soleil ou de lune, mais que comme il n'a pas de corps, le soleil et la lune réussissent toujours à sortir de sa bouche, en fait. À nouveau, le monstre Kala représenté sur cette plaque, dont nous n'avons qu'une seule face en photo, mais il s'agit d'une plaque double qui, d'après sa forme, pourrait être la poignée d'un instrument, d'un poignard, etc. C'est difficile à dire, mais dans la mesure où elle est double et où elle n'est pas plate, voilà, on pourrait supposer qu'il s'agisse d'une poignée. Voici une photo de Kala sur un linteau, on le voit mieux que sur les objets en or préservés. Vous voyez qu'il mange les guirlandes végétales qui forment le décor du linteau. Une boucle de ceinture aux motifs floraux et végétaux. Et puis des ornements de coiffure. Alors 7 petits, donc d'entre 6 et 8 cm de haut, et puis 13 cm de hauteur. Alors au début, on n'était pas sûr qu'il s'agisse d'ornements de coiffure, mais on a fait quand même quelques recherches. Et vous allez voir qu'on est à peu près certain de leur destination. Alors, vous voyez qu'il y en a 7 d'un côté, 4 de l'autre. Et en fait, au tout début des fouilles, quand nous avons fait les sondages de vérification sur l'emplacement du trésor, on a retrouvé un 8e qui fait partie donc de la petite série. Et en fait, on a eu de la chance parce que c'est carrément le plus beau. Vous le voyez ici, trouvé en fouille, avec d'autres petits fragments qui ont été trouvés en même temps, des fragments d'argent, d'or, des petites pierres, qui sont dus au fait que le villageois n'a pris aucune précaution pour sortir les objets. Et vous voyez, ici en plus grand, il est donc orné d'une émeraude centrale rectangulaire, et il est en or. Et vous voyez les attaches à l'arrière qui permettaient de l'accrocher sur un bandeau, sur quelque chose. Vous voyez ici sur un des bas-reliefs du Bayonne, quasiment le même type de motif en bandeau sur l'une des dévatas murales du 3e étage du Bayonne. Et puis en comparaison, un objet plus ancien qui a été trouvé à Okeo, mais qui ressemble aussi, plus complexe, qui date du 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Alors on a d'autres éléments de toute petite taille. Vous voyez ici à droite un petit Garuda, Garuda étant la monture du dieu Vishnu, qui tient dans chaque main des nagas. Des petits éléments de plaquage en or, avec le même motif végétal. Énormément, là je ne présente qu'une photo, mais énormément, donc plusieurs dizaines de feuilles d'argent découpées, montrant des motifs végétaux, et qui, encore une fois, devaient être plaqués sur des éléments en bois, des coffres, des sièges. On peut se poser la question. Eux aussi présentent des trous de fixation. Et puis des centaines de feuilles d'or repliées sur elles-mêmes. Alors vous voyez que la direction du patrimoine, lorsqu'ils sont allés inventorier le trésor, en ont déplié un certain nombre à la recherche d'inscriptions à l'intérieur.
Et bon, ils n'ont pas tout déplié, mais dans celles qui ont été dépliées, il n'y avait rien. Donc pour l'instant, on ne peut pas certifier qu'il peut y avoir des inscriptions à l'intérieur. Il y en avait des centaines en or et en argent. Et puis des perles, vous voyez les mêmes perles qu'on a vues tout à l'heure, et d'autres en cristal de roche, l'une en améthyste. Et enfin, des objets très abîmés, mais c'est quand même assez rare. Il y a une dizaine d'objets qui sont complètement écrasés, très fragmentaires, mais en majorité, le trésor est dans un excellent état de conservation. Alors revenons aux fouilles. Donc après avoir fait ce sondage de vérification à l'emplacement du trésor, nous nous sommes intéressés à savoir d'où pouvait provenir ce trésor, puisqu'en règle générale, c'est le type de trésor que l'on trouve attaché à des temples. Il s'agit probablement d'objets cultuels, de parures qui devaient être utilisées pour des cérémonies réservées pour les dieux. Et donc, on a essayé de savoir s'il n'y avait pas un temple à l'intérieur de l'enceinte de cette ville, d'où pourrait provenir le trésor, et ce trésor ayant été caché ensuite. Donc nous avons pu déterminer cette zone de temple qui s'appelle Donsim, c'est-à-dire l'île des temples, et qui est en fait le seul endroit de la ville qui soit hors d'eau, parce que surélevé en saison des pluies. Il faut dire que la rivière double ou triple de volume durant la saison des pluies, et qu'en gros la moitié de la ville est inondée quasiment régulièrement chaque année. Donc seul endroit qui reste hors d'eau, et donc c'est probablement pour ça que les temples ont été installés à cet emplacement-là. Alors, on a commencé à faire les fouilles dans cette zone parce que la route entre 2009 et 2010, étant donné qu'il y avait une urbanisation et que de plus en plus de villageois venaient s'installer sur le site, la route a été énormément élargie. Vous voyez le petit chemin que c'était en 2009 et vous voyez comment la route a été élargie en 2010. Au passage, on s'aperçoit qu'ils ont détruit une partie de la levée de terre en face de l'emplacement où a été trouvé le trésor. Vous voyez que sous la maison, à côté de la maison, on voyait encore une élévation qui est celle de la levée de terre. Et en 2010, tout a été rasé. Donc les sites archéologiques évoluent vite et sont vite en danger. Et donc, lorsque cette route a été élargie, le bulldozer a creusé périodiquement à l'intérieur du site archéologique pour surélever et élargir la route, et donc a pris de la terre sur les bas-côtés. Et donc c'est ce qui nous a attiré l'œil au départ. Et vous voyez ici que au-dessus de l'endroit où on voit les traces de pelleteuse, là on voit la griffe de la pelleteuse qui a largement entamé la latérite qui forme le monticule de Donsim. Vous voyez qu'au-dessus on voit une couche d'occupation archéologique avec des briques. Et donc on a commencé par faire ici un nettoyage pour vérifier le trou de la pelleteuse. Et on a commencé à trouver des structures en briques. Ici un dallage surélevé sur 2 lits de briques posé directement sur la latérite qui semble être naturelle à cet endroit-là et qui explique pourquoi cet emplacement en particulier dans la ville est surélevé. Et puis un effondrement de briques par-dessus. On a fait un autre sondage un peu plus loin, à une quinzaine de mètres à l'intérieur de cette zone des temples, et on s'est aperçu effectivement qu'on avait bien un dallage en briques très perturbé, mais dallage tout de même, fait avec des briques en réemploi. Et on a retrouvé dans ce dallage des briques taillées. Vous voyez ici une taillée en forme de pétale de lotus ou en forme végétale, une autre ornée, difficilement lisible, mais enfin qui montre qu'il y avait des bâtiments à cet endroit-là, et qu'ils avaient reçu une décoration au moins en briques. On a retrouvé des tuiles aussi, donc ce qui implique qu'il y avait probablement des structures sur des poteaux en bois et des charpentes, et puis un certain nombre de céramiques. Les céramiques que vous voyez en haut qui sont rouges sont très anciennes et pourraient dater des périodes proto-historiques. Et puis, tout en bas à droite, vous avez un goulot de Kendi. Donc, nous en avions un en or tout à l'heure, mais nous avons aussi on a retrouvé plusieurs fragments en terre cuite sur le site. Et enfin, des petits objets assez curieux que l'on trouve partout en Asie du Sud-Est, au Vietnam, en Thaïlande, sur d'autres sites Mon également, dont on ne connaît pas la destination, mais qui sont peut-être des lissoirs à céramique ou des... Bon, c'est assez curieux, mais en tout cas, il y en a énormément sur ce site-là.
Ensuite, nous avons travaillé un peu plus à l'intérieur de la zone des temples. Donc, on a déterminé un endroit où des briques étaient apparentes, surélevées, un tertre surélevé. On s'est dit qu'il y avait de fortes chances qu'il y ait un monument en dessous. Et donc, vous pouvez voir en haut à gauche la maison aux esprits qui était implantée dessus et le site avant débroussaillage. Très difficile d'accès parce qu'en règle générale, les bambous épineux adorent s'installer sur les sites archéologiques, ce qui nous pose toujours des problèmes. Et souvent, les sites sacrés, ou quand les gens savent qu'il y a quelque chose en dessous, ils mettent souvent une petite maison aux esprits. On a la même chose exactement dans la ville ancienne de Vadpo. Et puis vous voyez l'endroit complètement débroussaillé et la tranchée d'implantation ici du monument, puisque quand on essaye de comprendre ce qui se passe sur un site, on n'ouvre pas forcément en extensif les sites, on fait déjà une tranchée pour voir tout ce qu'on rencontre et pour essayer de comprendre d'après ça si ça vaut la peine de continuer ou pas. Ensuite, vous avez ici en haut une vue du débroussaillage et du nettoyage des sites en cours. Et ça, c'est très très important, le débroussaillage et le nettoyage au balai. On arrive à avoir des sites absolument nickel, comme le plancher de cette estrade. Et c'est très important parce que c'est là qu'on peut retrouver des choses sous les feuilles, sous les amas, qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Voici par exemple ce qui a été retrouvé au sol sous les feuilles de bambou. Donc un élément, probablement une autre baïsema avec probablement un élément du stupa élancé ici que l'on voit, c'est du grès. Ici des blocs en cours de taille. Ce que vous voyez ici, ce type de forme un peu, ce sont les aiguilles, quand les villageois aiguisent leurs couteaux, ils utilisent beaucoup les grès anciens. Et puis ici un égrugeoir ou une table à broyer sur lequel on broyait les épices. Et c'est souvent associé aussi aux zones des temples, car les temples prodiguaient les médicaments, et donc c'était souvent des épices, des herbes qui étaient broyées sur ce type de table. Voici d'autres éléments trouvés en surface. À gauche, vous voyez un bloc de grès taillé qui a été trouvé dans le lit d'une rivière à côté, et donc on sait qu'il y avait des gens capables de tailler le grès, ce qui n'est pas vrai de toutes les civilisations. Les Mon, par exemple, en Thaïlande, ont beaucoup utilisé la brique, mais pas tellement le grès. Donc ça nous donne des indications pour qu'il y ait effectivement des Khmers quelque part dans la région. Et puis, à droite, d'autres éléments taillés ou en partie inachevés. Et la plupart du temps, les villageois les regroupent, ne les laissent jamais à l'endroit où ils ont été trouvés, malheureusement pour nous, et les regroupent et mettent souvent une petite maison aux esprits et les honorent comme des objets sacrés. Les villageois parfois nous amènent aussi des choses. Au début, généralement, quand on arrive sur les sites, on pose toujours la question aux gens qui habitent sur place. On leur dit, mais vous avez trouvé quelque chose? Est-ce qu'il y a des briques? Est-ce que vous avez vu quelque chose? En règle générale, au départ, c'est toujours non, 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 il n'y a rien, il n'y a rien. Et ils ont toujours peur qu'on vienne prendre les objets, donc il n'y a rien. Et petit à petit, quand on reste avec eux, 1 mois, 2 mois, quand on fouille, on emploie les paysans autour pour travailler avec nous. La confiance s'installe et ils nous amènent ce qu'ils trouvent. Et donc voilà, en gros, ce qu'ils nous ont amené dans un premier temps, donc de la céramique, une petite tête de naga en bronze au centre, des scories, ce qui est intéressant, on en reparlera tout à l'heure, et puis une petite main en bronze. Et vous voyez, ce qui est curieux, c'est qu'elle a 6 doigts. Alors bon, on ne sait pas à quoi ça correspondait. Par contre, ils ne veulent jamais dire l'emplacement exact de ce qu'ils ont trouvé. Et puis en haut, donc un élément de mortier, un pilon en fait, en grès. Souvent, c'était des éléments qui sont de l'époque angkorienne. Ça a été utilisé aussi en Thaïlande, mais essentiellement dans le monde khmer. Voici donc rapidement la tranchée en cours de travail. Vous voyez ici le directeur de l'archéologie de la direction du patrimoine qui travaillait avec nous, en train de dégager l'allée Est. Donc ce qu'on a trouvé n'est pas très très probant pour le moment, il va falloir que nous y retournions l'année prochaine probablement. Et donc nous avons bien trouvé un monument, mais extrêmement détruit, orienté à l'Est, ici on est du côté Est, donc qui était annoncé par une allée en briques, qui était probablement, donc on voit ici des trous de poteaux. On voit au centre qu'il y en a un qui présente encore des charbons de bois, vous voyez ici. Et donc cette allée était probablement couverte par une charpente et des tuiles.
Ce qui est étonnant, c'est qu'aucune tuile n'a été retrouvée sur le site. Une vue des trous de poteau avant vidage et après vidage. Et ce qui est curieux, c'est qu'à chaque début de trou de poteau, il y avait un petit élément de brique, on ne sait pas pourquoi, sur le dessus du trou de poteau pourtant vide. Et le fait de les avoir, il n'y avait rien à l'intérieur, on les a vidés, il n'y avait rien. Et donc vous voyez ensuite, qu'est-ce qu'on trouve après cette allée qui est préservée? Un arrêt brusque, et quand on se dirige vers le centre du monument, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un amas énorme de briques complètement perturbé. Donc absolument plus rien en place. Voici le centre du monument qui confirme la perturbation du site et qui est peut-être le signe de la destruction d'un monument antérieur au moment où ce monument qui correspond à la île de briques a été construit. Et donc nous aurions 2 états au moins de construction. Et puis côté ouest, ça se termine par un mur plaqué contre cette plateforme, donc rempli avec les éléments en réemploi qui ont formé les fondations de la plateforme. Donc un mur en briques avec un dallage à son pied et à nouveau des trous de poteaux, ce qui prouve qu'il devait y avoir une galerie pourtournante autour de ce monument couverte en charpente. Alors, d'après le style du monument, il y a de très fortes chances qu'il soit assez récent, 16e, 17e siècle. Et donc malheureusement, si le trésor vient de là, il ne reste quasiment aucune preuve du monument antérieur qui puisse correspondre au 8e, 9e siècle, date des objets que l'on a trouvés et que l'on a pu identifier précisément. Aucune céramique mère non plus n'a été trouvée sur ce site, qui par ailleurs correspond par sa forme, le fait que l'enceinte soit en arc de cercle, qui correspond plutôt à la civilisation Mon et pas du tout à la civilisation Khmer. Donc on a beaucoup d'interrogations à ce niveau-là. Alors pourquoi est-ce qu'un tel trésor d'une telle importance, d'une telle valeur, déjà à l'époque, a pu être trouvé sur ce site qui par ailleurs, à part cette zone de temple, n'a rien révélé? Le reste du site est maintenant en rizière. On a fait quelques sondages, des carottages, c'est du sable, il n'y a quasiment rien. Pourquoi donc ce trésor sur un emplacement aussi isolé, difficile d'accès? Alors en fait, difficile d'accès, à l'heure actuelle, oui, mais peut-être pas à l'époque. Vous voyez ici sur la berge une série de trous qui sont matérialisés ici par l'herbe qui a poussé à l'intérieur. Lesquels trous nous les avons vidés et nous nous sommes aperçus qu'en fait, ils étaient organisés. Et donc nous avions une double ligne de trous qui partait du haut de la berge en grès du site pour aller jusqu'à la base et qui formait une forme en L avec 3 séries de trous de poteaux formant la petite barre du L. Ceci vous donne une photo, une idée de la profondeur des trous que nous avons tous vidés et qui tous en fait ne contenaient que de la terre. Une vue de ces trous, ce ne sont pas des trous naturels. Vous voyez au fond des trous qu'on voit des traces de taille de ciseaux. Donc c'est bien volontairement qu'on a fait tous ces trous. On les a tous dessinés, vérifiés, et vous voyez qu'ils sont tous très très différents, mais qu'ils s'évassent tous vers le haut, et ça c'est peut-être dû au fait que des poteaux en bois ont pu bouger légèrement à l'intérieur de ces trous. On a tenté une reconstitution. Donc s'il s'agit bien d'un appontement, ce qui quand même semble l'être, alors évidemment il est inutile en saison sèche. En saison sèche, la berge permet de rejoindre la ville directement, il suffit de la remonter à pied. Par contre, en saison des pluies, là ça se justifie. On a calculé le niveau actuel de la hauteur des eaux, et voici ce que ça donne avec le niveau de la pente. Voici donc à quoi pourrait ressembler cet appontement. Et le niveau de la pente montre bien que la plateforme, si elle existait telle qu'elle, était bien hors d'eau au moment de la saison des pluies. Et donc les bateaux pouvaient... Alors il y a d'autres, vous voyez, il y a d'autres trous isolés à droite, à gauche, et qui étaient peut-être là pour que les bateaux puissent s'amarrer. Alors pourquoi un appontement à cet endroit-là? Donc en s'éloignant un petit peu, on s'aperçoit que juste en face de l'appontement, sur l'autre berge
de la rivière, on a un bassin rectangulaire. Les bassins rectangulaires sont en règle générale des bassins anciens. Donc il y avait quelque chose qui fonctionnait entre les deux côtés de la rivière. Et si on s'éloigne encore un peu plus, on s'aperçoit que de l'autre côté du Mékong, on est pile en face d'un grand monument thaï, bouddhique, qui est le monument de Wat Pha, ici. Et donc, voilà, qu'il pouvait y avoir éventuellement une relation directe entre les deux. Vous voyez aussi que Nong Buathong n'est pas un site isolé. Ici, les petits points jaunes indiquent les autres sites archéologiques qui sont situés à environ une quinzaine de kilomètres plus au nord et qui montrent qu'il devait y avoir des cités qui s'organisaient en territoire. Et donc, il est fort possible que le site de Nong Buathong ait eu des relations directes avec le site de Wat Pha. Voici le site de Wat Pha à l'heure actuelle. Et où, en fait, le stupa moderne a été reconstruit en 1975 à la suite d'un énorme orage qui a détruit le précédent Tat. Et quand ils ont fouillé pour faire les fondations du nouveau stupa, ils ont trouvé énormément d'éléments très anciens, dont des baïsémas, le lion des baïsémas, du même type que celles que l'on a trouvées à Nong Buathong, notamment ces baïsémas piliers octogonaux que je vous ai montrés précédemment. Et donc on est certain que Nong Buathong et Wat Pha ont dû exister à la même période et ont probablement été en relation l'un avec l'autre. Voici une vue ici des baïsémas qui ont été trouvés plus au nord de Nong Buathong, au Laos, et qui vous montrent que quand même ce sont des très grandes baïsémas, qui sont très bien sculptées, et que donc la région devait être très riche. Alors pourquoi est-ce que cette région était très riche ? On se pose la question, puisque quand on regarde la photo satellite, on voit qu'entre Nong Buathong et l'embouchure de la Sep Mong Phai, il y a une zone ici qui apparaît très rouge et qui en fait qui présente énormément de présence de minerais de fer. Il y a de la latérite aussi, c'est exploité à l'heure actuelle, et durant l'époque coloniale, il y a eu même des installations de petites mines de fer dans cette zone-là. Et le minerai de fer, et bien sûr les cités qui sont capables de travailler le métal sont toujours des cités très riches et des cités incontournables. Et en règle générale, elles sont toujours situées sur des routes commerciales. Et donc l'appontement est peut-être les traces d'une route commerciale reliant cette cité à d'autres grandes cités situées plus loin, Wat Pha et pourquoi pas Wat Phu ou d'autres cités beaucoup plus lointaines. Voici ce qui nous prouve qu'il y a eu une activité métallurgique sur le site de Nong Buathong. Nous avons retrouvé des fragments de creusets, vous voyez, de scories. Donc vous voyez dans celui-ci qu'on a encore les traces vertes, on a encore des traces de bronze à l'intérieur du creuset. Donc nous sommes quasiment certains que Nong Buathong était une ville où l'on travaillait le métal et qu'il extrayait peut-être pour d'autres grandes cités alentours. Alors, si cette cité était très riche, pour quelle raison est-ce qu'on a pu vouloir à un moment donné cacher ce trésor ? Alors on ne l'a pas caché tout de suite, puisqu'on a vu tout à l'heure que la jarre qui les contenait est bien plus récente qu'une partie des objets au moins qui composent le trésor. Donc à nouveau une énigme. Et on a retrouvé sur la berge, sur la falaise, près de la berge, juste au niveau de l'appontement, mais en haut, un emplacement qui est utilisé maintenant en jardin et sur lequel on a retrouvé une soixantaine de boulets de briques. Alors vous voyez qu'ils sont estampillés, ceux qui sont entiers portent tous un triangle. Pourquoi on ne sait pas. Qu'ils étaient situés en tas, donc sur un emplacement très précis, comme on pourrait le faire d'un dépôt de boulets que l'on met en réserve quelque part pour défendre la ville s'il y avait une attaque par la rivière. Et donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ce trésor a été caché. Encore que, il faut se poser la question, parce que dernière énigme, vous voyez ces objets qui appartiennent aussi au trésor et qui nous posent un problème. Donc on avait déjà le fait d'avoir des objets datés du 8e, 9e siècle. Quasiment, on a tous les objets en or qui datent, et en argent qui datent de cette époque-là. Nous avons une jarre du 16e, 17e, et nous avons des éléments qui font partie du trésor qui ne correspondent pas du tout au niveau datation. Vous avez ici des boucles d'oreilles
qui sont plutôt proto-historiques. Or, nous avons effectivement retrouvé dans les niveaux les plus anciens du site un niveau d'occupation proto-historique des dents humaines, des crânes, donc ça a pu venir du site. Par contre, nous avons ici un torque en argent qui est quasiment contemporain, on le porte encore dans le Nord-Laos. Nous avons ici une timbale en argent qui présente une forme quasiment contemporaine, et surtout ceci qui ne peut absolument pas dater du 8e, 9e siècle, qui est probablement un élément de pied de coupe qui reçoit un décor qui est typiquement chinois et qui est bien plus tardif que les autres objets. Donc voilà, nous en sommes là pour le moment. Ce trésor pose beaucoup de questions et nous espérons un jour le voir pour pouvoir un jour le présenter au public. Je vous remercie. Merci Christine. Je vais prendre quelques questions. On va revenir aux images. Des questions? Une question simple, pourquoi les autorités cachent le trésor? Alors c'est un peu difficile de répondre à leur place, mais je vais donner ce qu'on suppose. En fait, ce trésor a été trouvé dans la province de Savannakhet et a tout de suite été, vu son importance, est tout de suite devenu un trésor national. Et donc la présidence ici voudrait que le trésor soit ramené à Vientiane, exposé au musée de Vientiane. Mais comme il a été trouvé à Savannakhet, le gouverneur de Savannakhet dit « Mais non, pourquoi l'emmener à Vientiane? Autant l'exposer à Savannakhet. » Et donc nous en sommes là. Et alors apparemment, le coffre dans lequel il a été mis, on me dit il y a 2 cadenas. Alors c'est ça qui m'inquiète parce que dans une banque, normalement, il n'y a pas de cadenas à un coffre. Ou alors c'est que les banques sont très anciennes. Et donc il y aurait une clé qui serait entre les mains du gouverneur de la province de Savannakhet et une autre clé entre les mains du ministre de la Culture ici à Vientiane. Et donc il faut les 2 personnes pour pouvoir ouvrir le coffre. Et ça fait des années que nous essayons de convaincre les autorités là-haut que nous aimerions beaucoup voir le trésor. Non seulement parce que d'abord il va s'abîmer s'il reste comme ça dans des conditions pas bonnes. En plus, s'ils veulent qu'on les aide à trouver de l'argent, et tant qu'on les a pas vus, les investisseurs nous disent mais on ne sait même pas s'il existe encore, donc pas d'argent, il faut que vous les voyez d'abord. Donc voilà, nous en sommes là. Oui, les boulets, c'était quoi? Des boulets de canon en pierre? Alors c'est de la brique, j'ai oublié de le dire, ce sont des boulets en brique. Ils ont exactement la taille d'un boulet de canon. Alors probablement pas de canon non, mais est-ce qu'il n'y avait pas des catapultes pour voilà. Et comme ils sont quand même trouvés sur le haut de la falaise, au niveau de cet appontement, oui, et en tas, vraiment, ça pourrait être vraiment des boulets. On essaye de penser à autre chose, mais bon, c'est l'hypothèse qui nous paraît la plus probable. Et en dehors des temples, vous avez trouvé des traces d'habitat humain, enfin, je veux dire, de ville? Non, alors probablement. Alors ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y a pas de bassin à l'intérieur de la ville. À l'intérieur de l'enceinte en arc de cercle, il n'y a aucun point d'eau. Alors évidemment, il y a la rivière, vous allez me dire. Mais en règle générale, bon, on trouve au moins un bassin dans la ville. Et ici, on a fait des carottages simplement, on ne peut pas faire des sondages partout, et en fait ça n'a rien donné. On a fait des carottages entre les 2 levées de terre, le sol est vierge, il n'y a rien du tout, et vers le mur sud aussi, bon, on voit des choses qui sont plus tardives, une occupation du 16e, 17e sur le fait du mur, et le reste était peut-être finalement en rizière à l'époque déjà. Et s'il y a eu des installations villageoises, en règle générale, c'est rare de retrouver la trace de poteaux en bois, sauf s'ils sont encore très récents, comme celui que l'on voit dans le monument préservé. Donc on perd la trace. Le sol est en sable et ça laisse très très peu de traces au niveau archéologique. Par contre, on sait qu'il y a eu une occupation urbaine, puisqu'on a des céramiques que nous ramènent les villageois, on a des perles, on a des petits objets. On sait qu'il y avait une occupation urbaine à l'intérieur de la ville, mais on n'a aucune idée de ce à quoi ça pouvait ressembler. Et la superficie enfin, de l'ensemble, ça fait combien de kilomètres carrés? En gros, ça fait un peu plus de 2 km².
pardon, je peux parler comme ça. J'ai juste une petite question. Vous avez parlé d'un ornement de coiffure que vous avez trouvé par la suite le plus beau. Oui. Tout ce que vous avez trouvé par la suite a rejoint la banque Non, alors on n'a pas trouvé grand-chose. Hein. Les briques, ça n'intéresse pas grand monde, donc elles sont restées. On a une partie ici, on a une partie sur le site. Celui-ci, en fait, est à la direction du patrimoine, à Vientiane. En tant qu'archéologue, évidemment, nous ne conservons rien avec nous, bien sûr. Quand on travaille à Wat Phu, tout est déposé au musée de Wat Phu. Quand on travaille à Nong Buatong, il se trouve que là, en l'occurrence, ce sont les autorités de la province qui nous ont demandé de le ramener à Vientiane parce qu'eux-mêmes n'avaient pas des locaux suffisamment sécurisés pour pouvoir le conserver. Et donc, bon, comme ils avaient le trésor entier dans un coffre, ils ont quand même autorisé la direction du patrimoine de Vientiane à emmener ce petit objet en or. Mais nous ne conservons rien, sauf pour l'étude, les tessons de céramique. Mais qu'on leur rend après. Donc depuis 2008, vous n'avez rien vu. Depuis 2008, personne n'a revu le trésor. Vous avez parlé d'une fouille peut-être pour l'été prochain. Pas pour l'été prochain, pour oui, l'automne 2016. Oui. Est-ce que vous avez un endroit précis où vous aimeriez aller vérifier peut-être Oui, en fait, on va continuer à travailler dans les zones des temples parce que bon, on a pris le plus grand tertre au départ. Vous voyez que celui-ci est très détruit, mais il existe d'autres tertres et d'autres briques en surface un peu plus loin, et donc on va faire des vérifications sur les autres tertres aussi. Et dans quel district les plus intéressants? Alors le district, je crois que j'ai oublié le nom du district. Hein. Je suis désolée. Mais c'est au nord de Savannakhet. Donc c'est encore dans la province de Savannakhet. C'est le district le plus au nord de la province. Oui. Ouais. Mais le village existe, hein, le village a pris le nom du site, donc il est marqué sur la carte. En fait, on la voit assez mal, la carte à l'agrandissement, mais il est marqué. Je ne sais pas si on voit le nom du district, je ne suis pas sûre. Voilà, bon, je ne vais pas pouvoir voir. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que vous puissiez, qu'il y ait un déclic, que les Français descendants accéder au trésor? Il faut que des instances supérieures à nous interviennent. Vos instances. Et c'est en cours. Pour l'instant, non. Et M. Biancher, qu'est-ce qu'il dit? Monsieur Venkeo n'a pas les clés, donc Monsieur Venkeo a un patron au-dessus de lui. Donc voilà. Vous faites travailler combien de techniciens sur un chantier comme celui qu'on a vu tout à l'heure? Il y a la tranchée d'ouverte, et sur quelle période pendant l'année, puisque c'est lié au climat, etc. Oui, alors on ne peut travailler ici que en gros de novembre à Pimaille, à avril, à mi-avril. Ensuite les pluies commencent, et quand les pluies de mousson commencent, les sondages sont remplis à ras-bord en une demi-heure. Donc on ne peut plus du tout travailler à partir de avril jusqu'en novembre, toute la saison des pluies. Et donc après, le nombre de techniciens qui interviennent dépend du travail qu'on fait. Ici, on avait en gros 17 ouvriers. On était 2 archéologues, un dessinateur, un topographe, puisque un topographe venant de Wat Phu, là-haut. Et puis Sam Lan, qui était le directeur qui est le directeur de l'archéologie de la direction du patrimoine du Laos. Donc en gros, on est 1, 2, 3, 4, 5 spécialistes pour 17-20 ouvriers. On emploie toujours aussi quelqu'un, là en l'occurrence du district, mais ce sont des gens qu'on forme, puisque la plupart du temps ils n'ont jamais fouillé, et quelqu'un de la province.
À Vadepou, on est à peu près dans des ordres similaires. Alors après, le temps de fouille, bon là en tranchée, je crois qu'on est resté 6 semaines. Il y a 6 semaines de travail. En règle générale, on fait des chantiers de entre 1 mois c'est très court, entre 1 mois et 3 mois de terrain. Et tous ces sites, jusqu'à votre retour, donc l'année prochaine ou à l'automne? Alors tout est rebouché à l'identique. Tout est rebouché. Alors on isole la partie qui a été fouillée avec un plastique ou un filet ou quelque chose qui matérialise l'arrêt de fouille. Et ensuite, tous les déblais sont remis par-dessus et on rend le site à l'identique comme avant fouille. Et c'est aussi le seul moyen de préserver des bâtiments très anciens, des briques très très fragiles, souvent mal cuites, qui ne supportent pas de sortir d'un milieu constant. Les différences d'hygrométrie, la chaleur, l'humidité les abîme énormément. Et donc, voilà, c'est le seul moyen de préserver les sites. On fait la même chose à Vadepou. Et les populations actuelles, c'est quoi? C'est des broutailles, des Lao? Ce sont des Lao, en fait, qui se déplacent là parce que il y a une mise en culture extrêmement intensive de toute la plaine à cet endroit-là. Il y a une très, très grande sucrerie qui s'est installée récemment. Et donc tout est planté en canne à sucre sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres tout autour du site archéologique. Il y a juste le site archéologique qui est préservé, mais du coup ils emploient énormément d'ouvriers et ces populations se déplacent pour se rapprocher de leur lieu de travail. Et donc c'est pour ça que Nambuaton, qui a été jusque dans les années 2000 complètement isolé, complètement vierge, est maintenant en très grande urbanisation, très très rapide. Bien, merci beaucoup Christine pour la présentation. Je vous remercie d'être venue. J'en profite pour rappeler les prochaines dates des événements de l'Institut. Donc, ce vendredi, on a le théâtre du lycée Offray à 19h, ici. La conférence, le vernissage de l'exposition de l'AFD sur le changement climatique le 12. Et le débat aussi qui l'accompagne, le 12, à 15h30 et à 17h30. Et la conférence de Vincent Delavénère sur la jonglerie musicale le 17 juin à 19h aussi. Et le 10 juin, le vernissage de l'exposition de Marido, de Lac, dans le hall d'exposition. Et la fête de la musique le 20 juin à l'Institut français. Merci. Super. Et bien c'est fini.